Bonsoir à tous. Merci de votre présence nombreuse, aussi bien en présentiel que ceux qui nous suivent en visio. Et donc, c'est la 8e édition du Déméter que l'on co-édite entre l'IRIS et Déméter, la 8e édition en partenariat. Et merci Sébastien de ta confiance, merci de ta contribution. Je crois qu'on sera assez unanime à reconnaître que Sébastien s'est imposé comme la référence incontournable sur les questions d'alimentation, sur les questions d'agriculture, sur les questions de géopolitique d'agriculture. Et outre le Déméter dont il dirige la publication depuis maintenant 8 ans, il commence à avoir une œuvre assez importante et je salue la sortie de son livre Russie-Ukraine, une guerre hybride, où il met justement en lumière tout le volet agricole de cette guerre, dont on a un peu parlé à un moment donné par rapport à des négociations en Turquie, mais qui est aussi un élément essentiel. L'avantage avec le sujet agricole, c'est qu'il est éternel. Tu parles dans Déméter de la colonne vertébrale d'un monde instable. C'est l'expression que tu emploies. Effectivement, eh bien, chaque année, on a besoin de s'alimenter. Et ça, c'est quelque chose qui est Trump ou pas Trump, Gorbatchev ou pas Gorbatchev, Poutine ou pas Poutine. Il y a toujours des besoins d'alimentation, des besoins d'exportation et d'importation. Et c'est un phénomène géopolitique parce que le phénomène est planétaire. Et effectivement, l'intuition de Sébastien et l'intuition où j'ai rejoint, c'est que les questions agricoles ne sont pas que des questions économiques, ne sont pas que des questions sociologiques, ce sont également des questions géopolitiques. Lorsque Sébastien a commencé à travailler sur ces questions-là, ce n'était pas encore évident pour tout le monde. Maintenant, effectivement, entre les tarifs de Trump, entre l'émergence des BRICS, entre les effets sur la crise alimentaire pendant quelque temps des effets de la guerre en Ukraine, nul ne viendra ne pas reconnaître le caractère géopolitique des questions agricoles. Les dimensions économiques, industrielles, logistiques, scientifiques sont parfois oubliées dans les grilles d'analyse de relations internationales. Or, à travers les questions agricoles, on les voit au centre de tout cela, et ça donne du concret pour comprendre les jeux de puissance, les intentions des acteurs, les dynamiques d'investissement vers l'avenir et toute autre chose. C'est pour cela d'ailleurs que, avec s'appuyant bien sûr sur Sébastien, nous avons à l'IRIS, comme vous le savez tous, l'IRIS est le centre unique en France, c'est à la fois un think tank et une école de relations internationales. Et fort de ce double capacité, nous avons décidé de faire un diplôme spécial de spécialisation sur la géopolitique des mondes agricoles et de la sécurité alimentaire pour compléter notre offre de formation. Et nous avons assuré la première rentrée cette année de cette nouvelle spécialité au sein d'IRIS-SUP. L'IRIS L'agriculture, c'est donc ce partenariat grâce à Déméter, cet ouvrage annuel et cette formation, donc publication et également formation. Au moment où le salon d'agriculture va s'ouvrir avec beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'incertitudes sur la façon dont il va se tenir, les questions agricoles ont été au centre de l'actualité en France, entre les questions de vaccination, les questions d'accords internationaux. En tous les cas, au moment où ce sujet intéresse de plus en plus le public, qui se dresse toujours nombreux au sein de l'agriculture, mais aussi au sein de l'Union européenne et en France, avec des doutes sur les accords commerciaux que l'on peut passer avec d'autres ensembles, Mercosur, Inde, Indonésie. Et donc, cette sécurité alimentaire, la question de l'agriculture, sont au centre des problématiques, des réflexions politiques et des planifications stratégiques. Avec une interrogation quand même en France, c'est que la France, le secteur agricole était l'un des secteurs forts de son excédent commercial dans un ensemble de déficit commercial structurel depuis déjà assez longtemps. Et là, il faut quand même surveiller de près. Il y a une baisse des excédents commerciaux. On est toujours excédentaire. Pour reprendre les mots de Sébastien, la France n'est pas une superpuissance dans le domaine agricole, elle l'est encore. Mais effectivement, on voit aussi les difficultés de la filière des vins et spiritueux, du fait des taxes de Trump, du fait du bras de fer. Effectivement, quand on veut taxer la France, eh bien, si on taxe le cognac, on dépasse, on taxe que la France, on ne taxe pas l'ensemble des pays de l'Union européenne. Sur le vin, c'est plus compliqué puisque ça concerne aussi l'Italie, et donc c'est plus difficile pour Trump de punir uniquement la France.
Au l'IRIS aussi, le sujet de la compétitivité des puissances est examiné par le prisme agricole et nous avons beaucoup observé la marche du monde, des enjeux qui attendent l'Union européenne, des défis relevés pour la France et aussi avec les incertitudes sur les promesses d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne qui sont faites. Il y a un volet agricole qui est quand même important. Si on intègre l'Ukraine telle qu'elle, ça sera un désastre pour l'agriculture française. Donc il faut peut-être aller au-delà d'une approche émotionnelle. D'ailleurs, y compris des pays qui se disent très engagés en faveur de l'Ukraine, comme la Pologne, sont également très attentifs aux coûts agricoles que cela pourrait avoir. Et donc je pense que sur des secteurs aussi lourds qui concernent des emplois, qui concernent notre souveraineté, qui concernent notre, nos intérêts, il ne faut pas prendre d'engagement qui soit précisément mesurés et qui ne viennent pas en fait mettre en cause ce qui est encore des atouts extrêmement importants pour notre pays. La France, fort heureusement, reste une puissance agricole et agroalimentaire de premier plan, mais elle n'est plus toute seule. Il y a une multipolarisation de la puissance agricole. Elle perd en compétitivité. Elle va devoir s'adapter à un monde transformé, à un monde où tous les coups sont permis, et un contexte européen où, effectivement, le poids de la France est moins important qu'auparavant. C'est quand même la première fois que un commissaire européen a été proposé par le président de la République, a été refusé par la présidente de la Commission. On a déjà eu le cas d'une commissaire européenne qui a été refusée par le Parlement, mais c'était différent. Mais là, on voit quand même que il faut faire aussi attention à l'affaiblissement de nos positions au niveau européen. Et donc, il faut faire cela. Mais l'axe principal, tous ces débats seront bien sûr au Salon de l'agriculture qui s'ouvre dans 2 jours et sur lequel, je pense, Sébastien, tu seras effectivement très actif. Donc bravo. Le Déméter, c'est une mine d'informations avec ce nouveau sigle. Sébastien est très... je ne dirais pas que c'est le Rimbaud en termes de néologisme de l'agriculture, mais il aime bien créer des mots nouveaux, des appellations nouvelles, et cette fois-ci, il nous sort Cubita. Je ne vais pas trop développer parce que je vais laisser la primeur de cela, mais donc c'est l'hexagone de l'agri-stratégie nouveau qui va être dévoilé, et puis aussi dans ce Déméter, il y a toujours un peu des mines, il y a toujours une colonne vertébrale et puis des choses un peu. Et il est toujours un peu plaisant et amusant de voir qu'on va aussi parler du saumon, qu'on va aussi parler du sable. Et donc, toute chose, et en fait, qui donne au Déméter un aspect d'une richesse très forte, d'une très grande diversité qu'on ne lit pas d'une traite, mais que l'on picore avec appétit et effectivement et délice. On s'en régale parce qu'il y a toujours des perles effectivement que l'on trouve à la lecture du Déméter. Bravo à toute l'équipe de Déméter qui a travaillé dur pour cela et qui nous livre encore une très bonne livraison cette année. Merci à toute votre équipe et merci encore de la confiance que vous accordez à l'IRIS. Merci Pascal, bonsoir à tous, bonsoir à celles et ceux qui sont en ligne. Je vois qu'il y a près de 200 personnes aussi connectées et on aura l'occasion d'avoir une séquence questions avec ceux qui sont dans la salle en priorité et ceux à distance également. Merci de votre présence ce soir. Pascal a déjà dit beaucoup de choses sur ce qu'était le Déméter. Je voudrais juste aussi remercier les équipes de l'IRIS parce que depuis 8 ans, on fait ce rapport ensemble. Je voudrais remercier la cinquantaine d'auteurs dans cette édition 2026. Comme tous les ans, on essaye d'avoir un ouvrage de contradiction, un ouvrage polyvalent qui traite de différents sujets et avec des profils de contributeurs très différents, d'ici d'ailleurs, au parcours, au profil, aux compétences, au regard, aux avis, aux analyses, aux prospectives qui ne sont pas du tout les mêmes. C'est un ouvrage collectif et on tient à cet aspect-là. On a par ailleurs, dans ce cadre de partenariat Déméter Iris, cette 8e édition ensemble. Et c'est vrai que tous les ans, il y a à la fois le sujet de comment renouveler un sommaire. Et en même temps, Pascal l'a dit, l'avantage de la question agricole, c'est qu'en fait, vous ouvrez tous les tiroirs thématiques et toutes les disciplines possibles. Et donc, vous pouvez parler de science, vous pouvez parler de culture, vous pouvez parler de cuisine, vous pouvez parler de textile, vous pouvez parler de biomasse, vous pouvez parler de taxes, etc. Et c'est vrai que avec ce qui se passe aujourd'hui sur la planète, on peut avoir le sentiment que tout se transforme, tout se tend, tout change, mais la question agricole, en fait, elle vit.
ces transformations, elle est là, et elle-même, elle doit se transformer. C'est-à-dire que cette colonne vertébrale agricole, inamovible dans le temps long, inamovible dans la géographie, puisqu'il n'y a pas de pays sans agriculture, ou presque, l'agriculture, elle n'est jamais statique en fait. Elle est obligée en permanence de s'adapter à des marchés, à des consommateurs, au climat qu'il fait ou qu'il va faire. Et en fait, les agriculteurs, par définition, sont obligés d'anticiper. C'est un des rares métiers aujourd'hui où la capacité d'anticipation est la plus élevée. C'est un métier où il faut savoir innover sans cesse. On est à la fois indispensable et on est à la fois incontournable. On est présent partout. On n'est pas toujours regardé peut-être à sa juste valeur, mais partout dans le monde, les mondes agricoles sont dans la contrainte permanente de s'adapter et d'anticiper. Et c'est aussi sur ce registre que le Déméter essaye chaque année de faire le point. Ces dynamiques-là, ces dynamiques humaines, derrière des sujets qui peuvent paraître plus froids et plus techniques. Dans le Déméter, on peut parler en effet du saumon, on peut parler du sable, on parle même des méduses cette année, parce qu'il y a des endroits dans le monde où on mange des méduses, et puis les méduses, c'est très bon aussi pour demain faire des engrais verts, et donc on vous explique ça dans cette édition. Mais nous avons aussi à cœur dans le Déméter de voyager thématiquement, c'est-à-dire que quand vous prenez la question agricole et alimentaire, que vous allez vous balader dans les zones rurales, que vous êtes évidemment au carrefour des questions de durabilité, aux questions de compétitivité, aux questions de science, de technologie, d'innovation, mais en fait, c'est facile d'aller voir comment les questions agricoles illustrent en fait plein de sujets dont on parle en permanence. L'intelligence artificielle, l'adaptation au climat, la décarbonation, la logistique, les batailles commerciales, les rivalités scientifiques, les narratifs diplomatiques qui ne sont pas les mêmes, y compris sur le plan agricole et alimentaire. Bref, la liste est longue. Et donc, en fait, tous les ans, c'est très facile d'imaginer un sommaire et on a un comité de rédaction formidable où, en fait, la plus grande difficulté consiste à savoir ce que l'on ne va pas traiter tous les ans. Et donc, on est obligé de faire des choix. Cette année, on a fait des choix brutaux. On va vous parler des cubitas tout à l'heure à la table ronde. Mais je tenais à vous rappeler qu'en effet, le Déméter, c'est un peu voilà, cet ouvrage polyvalent, polyphonique, et en même temps qui, tous les ans, présente un sommaire totalement différent avec les éditions précédentes. Dit autrement, vous allez adorer l'édition 2026, mais si vous ne connaissez pas les éditions précédentes, plongez-y vous. Il y a plein de choses à retrouver dedans. Et donc, chaque année, ce n'est pas le point complet, exhaustif sur la question agricole alimentaire. On fait des choix, et on fait des choix de certains thèmes. Et cette année, on a fait le choix de vous expliquer ce qui se passe sur le marché mondial de la pomme, par exemple. On vous a fait le point sur l'énergie solaire et l'agrivoltaïsme. On va vous parler aussi des Antilles, ces territoires ultramarins qu'on oublie et qui sont éminemment au cœur des problématiques agricoles, climatiques et de fragilité alimentaire ou de solutions alimentaires. Et puis on vous emmène aussi voir certains acteurs très connus qu'on connaît peut-être mal et on connaît encore moins bien leur présence dans le secteur agricole. BlackRock, le plus grand fonds de gestion d'actifs dans le monde et sans doute la plus grande entreprise agricole et agroalimentaire de la planète. Et on vous explique pourquoi. Donc voilà, le Déméter, c'est quelque chose en effet qu'on peut prendre dans ces différents compartiments. Je ne m'y attarde pas. Il y a 18 chapitres, il y a 400 pages, il y a un bon kilo à prendre. C'est un kilo à prendre, celui-là, vraiment. Il est bon pour la santé mentale. Avant de vous parler des cubitas et de vous expliquer pourquoi on a inventé ce cycle et d'accueillir sur scène les auteurs de ces chapitres très disruptifs, nous avons le plaisir et l'honneur surtout d'accueillir ce soir l'amiral Slars, qui est à l'état-major de la marine, en charge des opérations aéronavales. L'amiral Slars a été précédemment le commandant des forces françaises stationnées aux Émiratis et commandant par conséquent de la zone maritime océan Indien. Parmi les activités précédentes, son expérience est vaste, son expérience de terrain est grande, et il nous semblait important de pouvoir toujours relier ce qui se passe sur la marche géopolitique du monde avec justement derrière les considérations agricoles et alimentaires. Nous avions aussi à cœur de proposer cette grande introduction avec un grand témoin ce soir, parce que au Club Déméter, on parle des forêts quand on parle agriculture, mais on parle aussi de la mer quand on parle d'alimentation.
par les flux, par les productions. Et donc, c'est vrai que notre obsession à faire des ponts nous amène aussi, évidemment, à ne pas oublier les mondes de la mer qui, aujourd'hui, illustrent à leur manière ce monde qui se transforme. Merci, Amiral, de votre présence et on vous écoute avec la plus grande attention ce soir pour nous dire un peu comment va la planète et pourquoi la mer peut-être est le bon baromètre pour prendre la température stratégique du globe. Bonsoir à tous, bonsoir Monsieur le Directeur, bonsoir Sébastien, merci de votre confiance. Moi je suis un grand fan de Sébastien Abyss pour la clarté de ses propos. Voilà, c'est toujours extrêmement éclairant, donc quand il a eu la gentillesse de me solliciter pour intervenir, de toute façon j'étais condamné à dire oui. Voilà, bon, donc vous me direz après ce qu'il en est. Voilà, donc j'ai une petite quinzaine de minutes, Sébastien, si c'est Très ça, bien. je vais essayer de tenir. Ambre, si je suis trop long, ce qui m'arrive souvent, tu me fais un petit signe. Voilà, donc je vous remercie pour votre invitation et pour l'honneur qui m'est fait de participer au lancement de cette nouvelle édition du Déméter, Appétit stratégique et pivot agricole, qui résume effectivement avec une certaine justesse une réalité qui est désormais incontournable. L'alimentation, l'agriculture et les ressources naturelles ne relèvent plus seulement de l'économie ou du développement, mais comme bien d'autres, pleinement de la géostratégie et de la sécurité internationale. Donc ma vision, c'est celle d'un officier de marine. J'ai servi 19 ans à la mer. Je pratique le sujet de la mer et de ses enjeux stratégiques depuis 33 ans. Et donc ça m'a donné la possibilité d'avoir un peu de recul sur les évolutions du monde, vues souvent depuis le large, mais aussi depuis la Terre. Euh, voilà, donc mes grandes convictions, c'est que notre monde a davantage changé depuis un peu plus de 3 ans qu'au cours des 30 années précédentes. Donc, si vous faites le calcul, je remonte au début des années 90, ça c'est pour faciliter la projection. On est dans un monde qui est évidemment de plus en plus marqué par le retour des rapports de force et le délitement du droit international. Et le droit international, pour nous, Français, c'est au cœur de nos valeurs. Et voilà, on est attaché à ce respect du droit international parce que c'est notre éthique, c'est notre engagement et c'est aussi parce que c'est ce qui permet aussi à des puissances moyennes telles que nous de pouvoir exister sur la place mondiale parce qu'on est costaud, mais on n'est pas non plus les plus costauds. Et ça permet d'être à l'aise dans sa tête, effectivement, quand on respecte le droit. Euh, on a en plus la fin d'outils de régulation dont on croyait qu'à la fin de la guerre froide, ils permettraient de régler les différends. Le dernier qui vient de tomber, bien, c'est celui qui régulait les arsenaux nucléaires entre la Russie et les États-Unis, le traité New START, qui est tombé le 5 février. Donc, pour faire quelques allégories, on a des piliers qui soutiennent un monde stable qui sont en train de s'écrouler un peu les uns après les autres. On est face aussi à des acteurs qui sont totalement décomplexés, avec des champs de compétition et de confrontation qui se multiplient. Donc, il n'y a pas très longtemps, on parlait de compétiteurs, et nous, on en vient maintenant, effectivement, à considérer qu'il y a des situations où on fait face à de la vraie adversité. Voilà, et je pense que l'alimentation, les exportations agricoles n'échappent pas à cette dynamique. Ces évolutions, elles sont marquées en mer, évidemment, puisque cet espace couvre 70% de notre planète. Et c'est important pour la France, puisqu'on a le deuxième espace maritime international avec 11 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire un peu plus de 20 fois la surface de notre métropole. La mer, elle est bien sûr porteuse de ressources, notamment alimentaires, j'y reviendrai plus tard, mais aussi énergétiques. Elle est aussi un ensemble de régulations essentielles pour le climat. Elle est un espace commun donc, qui est régulé par le droit, mais elle est peu surveillée. Et donc, lorsque vous avez des espaces qui sont peu surveillés, eh bien, ils deviennent des espaces d'expression de l'action hybride sous le seuil. Et on est dans une situation où, effectivement, ce genre de situation se développe. Donc, elle est l'expression de la souveraineté des États. Et certains s'étendent horizontalement en mer. On constate qu'il y a de plus en plus de polarisation. Donc, l'un des symboles, c'est effectivement ce qui a pu être fait aux Émirats arabes unis, effectivement, qui est un endroit que je connais assez bien pour y avoir servi pendant 2 ans. Mais il y a d'autres endroits du monde où, effectivement, il y a de la polarisation pour que les États s'étendent. Et donc, ça étend également, de la même façon, des zones d'économie exclusive en mer. Et certains, également, après cette extension horizontale, font de l'extension verticale pour exploiter le fond des mers. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, mais qui se développe rapidement.
Donc la mer, elle est bien sûr un support privilégié des échanges commerciaux, car elle permet le transit, théoriquement en liberté, d'importants volumes de marchandises. Et ça, finalement, historiquement, ça a été la première raison de création des marines de guerre. Keep the sea line of communication open. Supporter et soutenir le commerce face à tout ce qui pouvait l'en empêcher, le commerce international. Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on célèbre cette année les 400 ans de la Marine nationale dans toute la France. Donc, n'hésitez pas à vous associer à cet événement. J'en profite. Voilà. Mon premier point, c'est qu'on a des interdépendances qui offrent autant de zones de friction. Pendant plusieurs décennies, on a cru à la solidité d'un ordre fondé sur la fluidité des échanges, la liberté de la navigation et l'interdépendance apaisée. Régulé par les intérêts économiques et le commerce. En un mot, c'était effectivement la mondialisation heureuse. Aujourd'hui, tout cela est remis en cause, même si j'ai tendance à considérer, mais je ne suis pas un expert du domaine, que les interdépendances continuent à exister au sein de l'Union européenne. Mais des frictions se font jour partout. Et quand il y a friction, comme dit mon fils, ça dégage des joules. Voilà. Et parfois un peu plus que de la chaleur. Donc, les océans sont des connecteurs, et si je les regarde à travers un prisme agricole et alimentaire, plus de 85% du commerce alimentaire mondial transite par voie maritime. Les grands flux, c'est le blé, évidemment, on parlait de l'Ukraine, qui initialement se déversait en Afrique du Nord, au Moyen-Orient. Le soja au départ du Brésil vers la Chine et l'Union européenne, le riz, etc. Enfin, on a quand même des grands axes de flux critiques agricoles. L'Europe, en dépit de la position française, importe quand même, sauf erreur de ma part, mais je suis prudent en présence de Sébastien, 50% de ses protéines végétales. Donc évidemment, une rupture des flux maritimes aurait un impact immédiat sur l'élevage et l'industrie agroalimentaire. Voilà, donc cette vulnérabilité, elle n'est pas seulement économique, elle est politique et elle est stratégique. Ces vulnérabilités, elles sont souvent concentrées par de la géographie physique. Donc 90% du commerce mondial de céréales transite par voie maritime et uniquement en passant par 7 détroits. Un détroit, c'est pas très large. Donc c'est un peu une sorte de péage de Saint-Arnaud à Yvelines. Donc ces grands choke points stratégiques qui sont donc potentiellement faciles à bloquer. Le détroit de Bab el-Mandeb au sud de la mer Rouge, dont je pourrais vous parler, on est un jeudi, mais je pourrais vous en parler un mercredi soir. Hormuz, Malacca, le Bosphore, et bien sûr les Dardanelles juste à côté, Suez, Panama, et voilà. Donc justement au sud de la mer Rouge, à partir de 2024, on a une faction yéménite, les Houthis, qui décide d'engager le feu contre potentiellement des intérêts israéliens et anglo-américains dans le sud de la mer Rouge en tirant sur les bâtiments de commerce qui pourraient avoir des liens plus ou moins proches avec ces pays. L'architecture du fonctionnement d'un bâtiment de commerce fait que derrière un bateau, en fait, vous avez 30, 40 acteurs différents. Donc, il y a de bonnes chances que pour chaque bateau, il puisse y avoir des intérêts américains, israéliens, etc. Voilà, donc nous avons, et sous mon commandement, veillé à protéger ce flux maritime qui passe par le sud de la mer Rouge. En l'occurrence, il y a à peu près 15% des porte-conteneurs mondiaux qui passent par là. Donc un porte-conteneur, si je le mets sur la route, c'est une file de camions ininterrompue entre Bordeaux et Toulouse, à touche-touche. Voilà. Et il en passe plusieurs dizaines par jour par ce détroit. Et donc, depuis 2024, on a assuré le transit sûr de plus de 200 de ces porte-conteneurs. On est la seule nation européenne à avoir pu le faire. Donc, on l'a fait un peu pour tout le monde, mais on l'a fait aussi pour défendre nos intérêts. Les bateaux qui étaient sous pavillon français et ceux qui desservaient notre métropole et nos outre-mer. Voilà. On en est assez fiers parce qu'on était quand même assez souvent sous le feu, même parfois de missiles balistiques. Ce qui n'est quand même pas une situation d'avenir quand vous avez quelque chose qui vous descend sur vous à Mach 5. Donc, c'est la réalité du monde d'aujourd'hui. Mais j'ai envie de dire, la compétence de nos marins, leur niveau d'entraînement nous a permis de faire face à cette menace et parfois même d'intercepter des salves de ces missiles, ce qui était un peu sans précédent. Voilà. On participe également aussi à la protection des infrastructures critiques, les ports, les terminaux céréaliers. Et puis, en métropole, on veille de façon régulière à ce que les routes maritimes d'entrée de nos grands ports
soit clair, parce que c'est toujours très simple d'y déposer des choses. Je parlerai un tout petit peu de la mer Noire pour faire une transition vers le point suivant. En mer Noire, il y a à peu près 1000 mines qui ont été posées de façon offensive par les Russes pour contraindre les écoulements maritimes au départ de l'Ukraine et donc ses exportations. Et puis, il y a eu également des mines défensives qui sont posées par les Ukrainiens pour protéger leurs eaux territoriales. Donc, grosso modo, c'est des mines avec une masse qui se met au fond et puis une mine qui est tenue entre deux eaux. Sauf qu'évidemment, le dispositif qui tient la mine entre deux eaux se rompt régulièrement et on a du coup en mer Noire des mines qui dérivent. Voilà. Ce n'est pas spécialement confortable. Donc évidemment, dès que les détroits seront rouverts, il y aura la possibilité d'aller déminer cette zone-là pour contribuer à la sécurité de la navigation et rétablir, je dirais, des écoulements fluides dans cette zone. Je ne reviendrai pas sur l'embargo russe sur le blé ukrainien, qui est beaucoup mieux décrit que je ne pourrais le faire dans les travaux de Sébastien. J'en viens à mon troisième point, la mer qui est un espace de ressources et de sécurité alimentaire. Aujourd'hui, les océans, c'est plus de 3 milliards de personnes qui tirent au moins 20% de leur apport de protéines animales pour leur bol alimentaire. Pour de nombreux États côtiers d'Afrique ou d'Asie du Sud-Est, cette proportion, elle dépasse même 50% de l'apport en protéines du bol alimentaire. La pêche et l'aquaculture représentent aussi bien plus qu'un secteur économique. Elle constitue un socle de stabilité sociale. Vous le savez, la production mondiale de poissons, que ce soit pêché ou aquaculture, c'est à peu près 200 millions de tonnes par an, dont la moitié en aquaculture, ce qui veut dire que l'autre moitié, elle est pêchée. La pêche est aussi un lieu d'expression, entre guillemets, de souveraineté ou de revendication de souveraineté. En océan Indien, il y a une nation d'Asie qui pêche de façon hyper industrielle. Donc, il y a au minimum 100 bâtiments de pêche industrielle qui moissonnent le bassin ouest de l'océan Indien. Et à certains moments de l'année, ça monte à 180 bateaux. Donc, je disais que ces zones sont régulées mais mal surveillées. Et donc, étant mal surveillées, effectivement, on a du mal à empêcher ce genre de pillage, de moisson complète sur la pêche. Alors, il est possible que les accords dits BBNJ nous permettent de progresser un petit peu sur ce sujet. Mais pour nous qui sommes une nation riveraine de l'océan Indien, puisqu'on a 1 million, presque 400 000 citoyens français qui sont en océan Indien, donc on a des zones économiques exclusives, des zones à protéger, c'est quand même assez préoccupant. Je cite un exemple, je représentais le ministre des Armées en Inde à une réunion qui rassemblait tous les ministres des armées de l'océan Indien, des nations de l'océan Indien. Donc, comme nous en sommes une nation riveraine, nous y participons. Et ce que j'ai retiré de cet échange, c'est que les préoccupations de ces nations vis-à-vis de la mer, dans le désordre, la première, c'est évidemment le réchauffement climatique, puisqu'il y a des États archipélagiques qui, du coup, perdent de la surface avec la hausse du niveau des mers. Le deuxième sujet, là aussi encore dans le désordre, c'est le narcotrafic qui déstabilise les sociétés. En plus, c'était juste après le Covid. Donc, pendant le Covid, tout le monde avait besoin effectivement de se détendre. Donc, ça avait notablement fait augmenter la consommation sur toutes les rives de l'océan Indien. Et le troisième point, c'est cette pêche illicite, où les riverains, les nations riveraines de l'océan Indien, ont le sentiment qu'il y a quelqu'un qui vient piquer dans leur frigo. Voilà. C'est un vrai sujet d'importance. Voilà, donc cette mer, elle est nourricière et comme vous l'avez compris, elle est potentiellement un espace de pillage potentiel. Et nous, on essaye de s'assurer que nos espaces sont surveillés, puisque, comme le disait un ancien chef d'état-major de la marine, ce qui n'est pas surveillé est visité, et ce qui est visité sera pillé. Voilà, donc pour l'instant, on tient bon. J'en viens à ma conclusion. Donc,
Le domaine maritime, vous l'avez compris, est témoin des tensions du monde. Ces tensions, elles ne sont pas cantonnées au seul domaine militaire. Elles se traduisent dans tous les champs, allant de la rivalité aux tensions, voire aux conflictualités. Dans ce contexte, les échanges de produits agricoles sont régulièrement menacés et se retrouvent au cœur des tensions ou des appétits stratégiques. De même, la préservation des ressources halieutiques constitue un véritable défi dans un monde violent où les acteurs sont, j'ai envie de dire, d'autant plus décomplexés que le droit international est chaque jour davantage bafoué. Donc, quand certains bafouent le droit international, ça en invite d'autres à dire, mais pourquoi moi devrais-je le respecter? Voilà, donc pour nous, pour le moment, on est cohérent en veillant au strict respect du droit international dans chacune de nos actions, y compris lorsqu'on lutte contre la flotte fantôme russe. On le fait dans le respect du droit international. Donc on a aujourd'hui des conflits avec une notion de ligne de front qui devient floue. Ce n'est plus une ligne de front, en fait, c'est une épaisseur de front qui devient très, très indéfinie. Très concrètement, l'Ukraine et la Russie s'affrontent actuellement à coups de frappes dans la grande profondeur, avec parfois des frappes à plusieurs milliers de kilomètres, avec comme cible des infrastructures énergétiques de part et d'autre, mais aussi à l'inverse, le port d'Odessa, qui est frappé pour contraindre les exportations de grains ukrainiens. Donc des actions à plusieurs milliers de kilomètres qui nous éloignent de cette notion de ligne de front. Et puis on a des actions dans d'autres domaines qui n'ont même plus de notion de distance. Le combat dans le milieu cyber, c'est un combat qui n'a pas de distance, qui s'exerce partout. La mer Noire, toute limitée en taille qu'elle soit, nous on a un peu tendance, marine océanique qu'on est, à la considérer que c'est un espace très très restreint, c'est un peu une baignoire. Elle est devenue un no man's land pour les forces russes face à l'agilité des Ukrainiens dans cet espace très restreint. Voilà, donc vous l'avez compris, il n'y a pas de crise majeure sans enjeu maritime aujourd'hui, et je pense qu'il n'y a pas non plus de crise majeure sans des répercussions sur le monde agricole au sens large. Voilà, merci à tous et très bon débat. Merci beaucoup, Amiral. Nous avons le temps pour une ou deux questions pour l'Amiral avant son départ. Avec grand plaisir. Puisqu'en plus, vous m'avez indiqué votre appétence pour une question ou deux spontanées. Y a-t-il des questions de la salle et je regarde en même temps la plateforme. Et merci de vous présenter. Une vraie question. Le temps nous est compté. Merci. Le micro. Commerce alimentaire en particulier, la piraterie, donc est-ce qu'elle est plutôt en augmentation ou en régression et est-ce qu'elle touche le commerce alimentaire en particulier? Est-ce qu'il y a des circuits de piraterie qui s'organisent autour de denrées alimentaires précieuses? Merci. Alors aujourd'hui, le plus souvent, la piraterie, elle porte sur des actions qui visent à faire des enlèvements pour récupérer des rançons sur des personnels. Donc, il y a à peu près 3 grands foyers de piraterie. Quand on était un peu plus jeune, au début des années 2000, le grand foyer de piraterie, c'était au large de la Somalie, où effectivement, les difficultés de l'État somalien poussaient des Somaliens vers la mer, pas spécialement marins, mais aujourd'hui, avec un GPS et un moteur un peu fiable et beaucoup de courage, on est capable de faire des choses qui sont quand même assez stupéfiantes. Donc, ce volet-là a globalement été jugulé parce que les bâtiments de commerce se sont modernisés, ils sont plus hauts, ils vont plus vite. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de monter à bord pour effectivement prendre un bateau d'assaut. Moi, j'avais en 2007, avec un petit bateau que je commandais, j'ai récupéré un petit cargo danois devant les côtes somaliennes qui avait été piraté. Ce cargo, c'était une péniche. C'était une forme d'esclavagisme. Parce que mettre en océan Indien un cargo qui a le franc-bord, c'est-à-dire la hauteur par rapport à l'eau semblable à une péniche, ça vous permettrait à une bonne moitié d'entre vous d'être capable de monter à bord depuis n'importe quelle embarcation. Donc, voilà. Et en plus, les marins qui étaient à bord, ils avaient 65, 70 ans. Voilà. Bon, tout ça, c'est beaucoup assaini. Et puis, l'Union européenne a fait un bon boulot avec, je le dis
sans aucun calcul, avec une opération de l'Union européenne qui s'appelle Atalanta, qui était commandée par nos amis britanniques jusqu'au Brexit. Et puis, c'est les Espagnols et les Français qui ont repris ça par la suite. Ça perdure, mais le foyer de piraterie au large de la Somalie est très largement jugulé. Il y a un autre foyer dans la zone du détroit de Malacca. Donc, le détroit de Malacca, c'est celui qui est devant Singapour. C'est 80 000 bateaux par an, donc c'est un bateau toutes les 5 minutes environ. Donc c'est comme la ligne 14, mais tous les jours de l'année, avec des bateaux de 100 000, 200 000, 300 000 tonnes, tels que ceux que je pouvais vous décrire tout à l'heure quand je parlais de conteneurs. Et puis il y a une troisième zone qui est un peu plus violente, c'est le golfe de Guinée. Notamment au large du Nigeria, avec des actions qui visent là de temps en temps effectivement à une combinaison d'enlèvement et je dirais, confiscation de cargaison. Voilà. Mais bon, de la piraterie, il en existe. Il y a quand même d'assez bons moyens de réussir à la juguler et elle ne porte qu'assez peu sur les denrées alimentaires. Il y a quand même des exemples. C'était les bâtiments du Programme alimentaire mondial de l'ONU, qui effectivement était là notamment pour ravitailler en céréales la Somalie, qui en avait bien besoin. On a eu à certains moments certains de ces bateaux qui étaient attaqués par des pirates somaliens eux-mêmes, mais qui ne savaient même pas que effectivement, ces bateaux étaient in fine à destination de la Somalie pour nourrir les Somaliens. Voilà, donc là aussi, on a pris des mesures de protection en coordination avec l'ONU pour permettre à ces bateaux d'arriver à bon port. Mais en fait, il n'y a pas de stigmatisation particulière de bâtiments pour leur cargaison. En fait, aujourd'hui, un bâtiment, il est plus visé pour ce qu'il représente à travers son pavillon, son propriétaire, son armateur, etc. C'est ce qui se passe en mer Rouge. Voilà, un armateur israélien, un pavillon, voilà, ça permettait effectivement, puisque c'est un peu moins le cas maintenant, fort heureusement, à cette milice outil de dire moi je soutiens entre guillemets mes frères palestiniens en agissant contre les intérêts que je pense être israéliens. Sauf qu'en fait, une fois sur deux, ils se trompaient et ils visaient des bateaux qui avaient des intérêts qui pouvaient être tout autres. Voilà. Donc ça avait d'une façon générale tout le sens de notre action pour maintenir ouvert un détroit international comme celui de Bab el-Mandeb. Merci, Amiral. Une dernière question Je vais rapide. faire une réponse courte, Sébastien. Et Ouais. Merci. Bonjour, Pascal Gaumin pour le syndicat français de l'aquaculture marine et le comité national des pêches et des élevages marins. Merci d'avoir rappelé les chiffres à l'échelle planétaire de la pêche et de l'aquaculture. Comment analysez-vous le fait que malgré des milliers de kilomètres de littoral et une de meilleures recherches au monde, nous ayons une aquaculture française, une des plus faibles à l'échelle européenne et voire même à l'échelle mondiale? Alors moi, je ne suis pas spécialement compétent pour vous répondre sur cette question. C'est une question à caractère politique. Ce que je peux vous dire, c'est que la Marine nationale est engagée pour protéger la zone économique exclusive, c'est-à-dire tous les espaces dans lesquels vous pourriez effectivement faire de l'élevage. Voilà. Et que cette action, elle est conduite notamment par nos préfets maritimes. On a 3 préfets maritimes qui se découpent le littoral. On en a un à Cherbourg, un à Brest et un à Toulon, et qui assure la continuité de l'action en mer. C'est un dispositif, alors il peut paraître compliqué, mais il est génial parce qu'en fait, tous les Européens nous l'envient. Je vous l'assure. Dans toutes les actions que l'on fait, ces préfets maritimes, ce sont des amiraux comme moi. Ils ont juste une étoile de plus sur la Manche, mais ça, c'est un détail vestimentaire, mais en fait, ça dit plein de choses. Voilà. Parce qu'ils ont beaucoup de responsabilités. En fait, ils commandent l'action de la marine dans leur zone de responsabilité. Donc, par exemple, celui qui est à Toulon, il commande l'action de la marine dans toute la Méditerranée, comme moi, je la commandais en océan Indien. Sauf qu'en plus, il a des prérogatives qui lui permettent d'exercer des fonctions de préfet dans cette zone-là, c'est-à-dire de coordonner l'action de tous les corps de l'État pour assurer la défense des intérêts français dans la zone, et singulièrement dans la zone économique exclusive, qui va donc de 0 à peu près 360 km, voilà, qui est la zone dans laquelle, sous votre contrôle, monsieur, vous travaillez. Et donc, ça veut dire que les douanes, la gendarmerie maritime, etc., tous ces corps-là sont assujettis aux ordres du préfet maritime. Donc, il n'y a qu'une seule tête, il n'y a pas de compétition.
et on a un dispositif qui est efficace pour protéger nos intérêts. Et si vous regardez sur des cartes et des visions satellitaires, en fait, on a des pêcheurs qui viennent jusqu'aux limites de nos zones économiques exclusives, mais quand ils rentrent dedans, ils se prennent un coup de baguette sur les doigts, et un petit peu plus, puisque du coup, on les traduit devant la justice, sauf à ce qu'ils aient une autorisation pour pêcher. Et ça, c'est vrai en métropole et dans nos outre-mer. Voilà. Donc, ça fonctionne plutôt pas mal. Je ne dis pas qu'on est 100%, mais on a un dispositif qui fonctionne bien. Merci beaucoup pour votre question. Je vous souhaite d'excellents débats. Merci pour votre confiance, Sébastien. Et puis, je vous remercie pour votre intérêt et pour vos questions. Merci à tous. Merci, Amiral. On revient sur Terre. Et donc, j'ai le plaisir d'inviter mes amis auteurs qui vont vous parler des cubitas. Caroline Rayol pour le Brésil, Freddy Dutoit pour l'Australie, Tolga Bilener pour la Turquie, Alain Folobala pour la République démocratique du Congo et Alain Rival pour l'Indonésie. Et vous allez me dire, ben, ce U alors, c'est qui? C'est l'Ukraine, mais on ne vous parlera pas d'Ukraine ce soir. Mais ça fait partie de ce sigle qu'on a voulu conceptualiser cette année dans l'édition 2026 du Déméter pour vous expliquer quoi à travers Cubita. D'abord, on en a marre d'entendre parler des BRICS. De toute façon, ils ne sont pas d'accord entre eux, ils s'entendent sur rien. C'est un club de concurrents. Ils essaient de créer une banque de développement, une monnaie commune, ils font des réunions ensemble, ils veulent créer un marché. Je rappelle que ce qui marche le mieux dans la matière, ça s'appelle l'Union européenne, et c'est bien mieux que les BRICS, qui n'ont aucun agenda commun, si ce n'est de marcher différemment que ce que l'Europe ou les États-Unis leur ont imposé pendant un temps. Cette parenthèse étant faite, donc oubliez les BRICS. Et pourquoi Cubita? Parce qu'en fait, on a voulu non pas parler des puissances déterminantes, leaders de la scène agricole et alimentaire mondiale, on a voulu essayer avec toute l'équipe qui réfléchit à vous proposer chaque année un menu un peu déstabilisant, essayer de réfléchir sur pourquoi certains pays, pour des raisons climatiques, scientifiques, technologiques, démographiques, agricoles, hydriques, fonciers, vont, en fonction de leur trajectoire dans les 25 prochaines années, conditionner en grande partie les équilibres ou les déséquilibres alimentaires et agricoles de la planète. Et donc, les 6 pays que vous avez à l'écran, et je remercie et je fais un clin d'œil à Guillaume qui a su synthétiser à travers cette slide cette pensée cubique, impressionniste, un peu prospective, parce qu'en fait, nous, on a essayé de comprendre ce que nous ont dit les auteurs de ces papiers, et donc on va les écouter avec grande attention pour nous dire pourquoi ce caractère pivotal quand on parle de ces pays. Et c'est pour ça que ce Déméter cette année s'appelle Appétit stratégique. Je pense que l'amiral a été assez explicite sur le fait que la férocité du moment fait que on est plus dans une logique de carnivore stratégique que d'herbivore ludique. Nous avons les états pivots. Et ces états pivots, donc, ce sont les 6 pays que vous avez à l'écran. Ce sigle Cubita, parce que ces 6 pays, juste pour donner un petit ordre de grandeur, hein, quand on est dans le confetti français, il faut reprendre un peu le large et de la perspective. Ces 6 pays, c'est 15% de la surface émergée du globe. Et l'amiral vous a dit quand même, il y a une planète où 72% c'est de l'eau. Et donc, les 28% de cette planète qui reste émergée, et ben, sur ces 28%, les cubitas pèsent beaucoup. Pèsent beaucoup, c'est quasiment 1/5 des terres émergées de la planète. Et pour produire en agriculture ou pour vivre, puisque personne ne vit sur la mer, évidemment, quand vous avez de l'espace géographique, ça suscite des convoitises. On le voit aujourd'hui au nord de la planète avec le Groenland, mais
il y a d'autres espaces aussi qui suscitent des convoitises. Les cubitas, c'est 10% de la population mondiale aujourd'hui, sans doute 15%, voire même un peu plus d'ici 2050. Donc, évidemment, quand l'Union européenne en 2050 pèsera pour 3% de la population mondiale, en termes de marché, en termes de force en présence, vous n'êtes pas tout à fait dans les mêmes ordres de grandeur. Et je rappelle que la France pèse aujourd'hui 0,8% de la population mondiale. Il faut savoir se remettre en perspective de temps en temps. Et nous avons, avec les cubitas, un tiers des exportations agricoles de la planète. Agricoles, agroalimentaires de la planète. Donc voilà, cette introduction générale étant ainsi faite, de manière impressionniste et cubique à l'image de cette magnifique slide complexe et indéchiffrable, nous allons donc écouter nos auteurs et on va commencer avec Caroline, parce qu'en fait, l'anomalie des cubitas, c'est qu'on a intégré dans ce sigle en fait une grande puissance agricole établie d'ores et déjà sur un planisphère quand on parle de ce secteur d'activité. Et en même temps, on a envie de t'entendre, Caroline. Moi, je tutoie tout le monde, je vous le dis. Parce que finalement, le Brésil, demain, c'est pas certain qu'il joue la même partition agricole sur la planète. Il a des évolutions internes, il est aussi vulnérable à des changements climatiques, et puis ses intentions de puissance agricole sont en train d'évoluer, et tu nous expliques dans ton papier pourquoi tout cela n'est pas bien regardé parfois vu d'Europe et de France, et pourquoi dans les prochaines années, le Brésil va peut-être jouer une partition un peu différente pour le reste du monde, et notamment l'ensemble des pays de l'hémisphère sud. Tu nous expliques en 3-4 minutes ? Oui, merci beaucoup. Donc, il y a une question qui m'était posée, c'est en quoi le Brésil joue-t-il et jouera-t-il encore davantage demain dans la transition climatique agroalimentaire mondiale? Donc, le Brésil joue déjà un rôle important dans la transition climatique et la transition agroalimentaire. D'une part, par sa production d'énergie qui est décarbonée, 50% de la production d'énergie du Brésil est décarbonée et 90% de la production électrique. Et d'autre part, cette énergie décarbonée, elle provient une grande partie aussi de la biomasse. Donc, l'agriculture y contribue largement avec la production d'éthanol, de biodiesel, de biométhane et aussi d'électricité à partir de la bagasse de la canne à sucre. À l'inverse du discours prépondérant qu'on a en Europe, les bioénergies sont également fondamentales pour assurer la sécurité alimentaire, puisqu'elle permet, dans la mesure où elle permet de réduire les coûts de production de l'alimentation, des denrées agricoles, mais également son empreinte carbone. Bon, aussi, contrairement aux idées reçues, le Brésil est bien avancé dans sa transition agroalimentaire. La loi brésilienne réserve 60% du territoire à la végétation. Et une grande partie de ces zones sont dans des exploitations agricoles, puisqu'il y a une loi au Brésil qui s'appelle les codes forestales et que les agriculteurs sont obligés de préserver au moins 20% de son territoire. Et donc, au Brésil, les agriculteurs contribuent directement à la production de la biodiversité. S'ils ne respectent pas ces lois, ils sont soumis à des sanctions et des sanctions assez sévères. Donc, il y a des amendes, ils peuvent même avoir leurs activités suspendues, ils peuvent même être poursuivis au pénal. Donc, cette loi n'est pas seulement sur les papiers et à ce moment-là, elle est en train d'être implantée dans tous les territoires brésiliens de manière effective. Aussi, il y a des problèmes de déforestation et je vais y revenir, bien évidemment. Dans ces contextes, le Brésil a choisi un modèle agricole très pragmatique, donc une production intensive associée à des zones de protection. Ces modèles combinés à l'utilisation des technologies de pointe, telles que les OGM, et non seulement, mais des drones, des tours 5G, des tracteurs sans conducteur, et j'en passe, et aussi à des infrastructures et au développement d'infrastructures logistiques qui a porté ses fruits. Donc, l'agriculture brésilienne est hautement compétitive aujourd'hui. Grâce à ces modèles, le Brésil a une puissance agricole exportatrice qui contribue à la sécurité alimentaire mondiale en permettant à une partie importante de la population mondiale d'accéder à des produits alimentaires à bas prix. Pour que le Brésil puisse réussir pleinement sa transition climatique et agroalimentaire,
il y a beaucoup à faire aussi. Il doit faire respecter ses lois contre la déforestation sur un territoire qui est continental, qui est très grand, comme vous pouvez voir dans la carte derrière moi. La difficulté révèle surtout, ce n'est pas la faute de l'agriculture, mais ça révèle de la criminalité qui est importante au Brésil, il faut le dire, la corruption aussi, qui est encore présente, et il manque des régulations foncières. Beaucoup de terres n'ont pas de propriétaire, et les terres qui n'ont pas de propriétaire n'est pas protégée, et donc la loi n'est pas respectée. Donc bien sûr, il y a des problèmes de déforestation, mais l'origine de ces problèmes n'est pas l'agriculture. Le rôle que le Brésil jouera demain dépendra de la manière dont il répondra à ces défis, mais pas seulement. Pour pouvoir influencer les restes du monde, il doit être aussi capable de gagner les esprits, notamment dans les pays occidentaux, comme la France, en convainquant que son modèle agroclimatique est vertueux. S'il parvient, il pourra peser sur les normes et par conséquent sur les marchés. Donc, les scénarios 2035-2050 proposés par les chapitres Brésil montre à quel point cette trajectoire reste ouverte. Elle dépend d'une stratégie d'influence de long terme, articulant de manière cohérente secteur public et secteur privé, et de la capacité à bâtir des alliances avec l'agro-industrie d'autres régions du monde, y compris européennes, américaines, françaises, qui, bien que concurrentes, partagent aussi les intérêts communs face à d'autres secteurs rivaux. Pour y parvenir, il faut instaurer la confiance, renforcer la coordination, élaborer une vision plus sophistiquée, mettre l'ego de côté, s'aligner sur certaines priorités et porter un récit commun. Une tâche très difficile. La difficulté est d'abord humaine, mais elle n'est pas insurmontable. Il s'agit de construire un véritable pont entre les pays du Sud et les pays du Nord. C'est à cette condition que le Brésil pourra aspirer à devenir un acteur structurant de la gouvernance agroclimatique mondiale, donc un acteur pivot. Ainsi, l'avenir du Brésil ne se joue pas seulement dans ses champs, dans ses forêts et ses infrastructures énergétiques, mais dans sa capacité à traduire ses atouts en influence normative. Je vous remercie. Merci Caroline. Vous aurez compris que le but de ces petits propos en quelques minutes vise à vous donner de l'appétit à découvrir l'intégralité de l'analyse développée. Mais je note quand même la remarque finale de Caroline, c'est-à-dire la volonté du Brésil d'être beaucoup plus fort sur le normatif, les règlements, les standards de demain, sans forcément faire du copier-coller de ce qui vient d'Europe. L'Europe avait longtemps eu une espèce de leadership sur les normes mondiales agricoles et alimentaires, mais nous sommes en 2026 et nous regardons vers l'avenir. Je me tourne vers Tolga. Merci Tolga de ta présence. Tu as fait ce papier avec deux autres personnes, Pierre Blanc, qui est dans le comité de rédaction du Déméter, et puis Didier Billion, l'incontournable, l'inénarrable, que tout le monde connaît évidemment, à l'IRIS, grand spécialiste de la Turquie. Je ne le présente plus. Vous avez fait un papier, en fait, pour expliquer que la Turquie, évidemment, grande puissance, mais entre la géopolitique, les ressources en eau, foncières, le climat, en fait, cette puissance a des ambitions, a des vulnérabilités, et elle aussi se métamorphose tout doucement. Est-ce que tu nous expliques cette analyse ? Merci beaucoup Sébastien pour cette invitation et je salue Didier Billon également et Pierre Blanc pour cet article. Et je salue aussi la notion de Cubita, ça nous donne des sujets d'examen. Et peut-être l'année prochaine on parlera des Cubita Plus. J'espère que cette notion a de beaux jours devant elle. Anaïs, copyright tout de suite. Trop tard. Voilà, donc juste 2 mots sur l'agriculture. Ça veut dire quoi en Turquie? Le poids de l'agriculture, c'est 6% du PIB, c'est 15% de l'emploi. C'est beaucoup moins qu'il y a 30 ans parce que c'était autour de 30% au début des années 90. La Turquie n'est pas un pays autarcique. Mais c'est quand même une puissance exportatrice. Le ministère turc du Commerce rapporte des exportations agricoles d'environ 35 milliards de dollars pour l'année 2025. La Turquie surtout est une plateforme de transformation et de réexportation. Donc c'est un acteur majeur, évidemment.
Et quand on parle de la Turquie, il est impossible de ne pas parler de l'aspect évidemment géopolitique. Parce que on parle beaucoup maintenant de la connectivité, des nouvelles routes de la soie, etc. Le plus important et le premier projet d'infrastructure, si vous voulez, dans ce sens de connectivité, n'était ni les nouvelles routes de la soie, ni les routes de la soie classiques. C'était la voie royale qui reliait la ville de Sardes à Manissa, actuellement à l'ouest anatolien, aux profondeurs de l'Iran, construit par Darius Ier, 5e siècle avant Jésus-Christ, qui a remodelé toute la géopolitique de la région pendant des siècles et des siècles. Quand on regarde les projets actuels de trains à grande vitesse, etc., c'est le même trajet. La géographie étant le juge ultime, on utilise toujours les mêmes trajets pour assurer cette connectivité. Donc la terre, la mer, les détroits du Bosphore et des Dardanelles, évidemment, qui a une particularité aussi importante à souligner. Le vice-amiral aussi l'a souligné à propos de la guerre en Ukraine. Donc tout cela, il faut tenir à l'esprit. Donc la Turquie est un État pivot agricole, non pas parce qu'elle est un leader normatif, mais elle est déterminante dans les équilibres régionaux, notamment, mais aussi extra-régionaux, exactement dans le sens que le Déméter 2026 donne au concept de pivot. C'est un pivot géographique et logistique. C'est un pays de production agricole majeure, oui, mais aussi un corridor de transit. La Turquie, c'est quand même 90 millions d'habitants, environ 85 millions donc de nationaux. À cela, il faut ajouter 3,5 millions de réfugiés syriens et les autres. Sans oublier le secteur du tourisme, parce qu'il faut nourrir les touristes aussi. 60 millions de visiteurs par an. Parfois, ça pèse aussi sur les prix, notamment alimentaires, dans le marché. Il ne faut pas oublier aussi cela. Et puis, la Turquie est une puissance agricole complète, orientée vers la sécurité alimentaire. L'un des débats actuels est actuellement de constituer des réserves stratégiques de blé, de maïs et de tout ce que vous voulez. Il y a déjà des réserves, mais ce ne sont pas des réserves conçues pour résister plusieurs années. Ce sont des réserves plutôt pour équilibrer le marché de courte durée. Donc la loi oblige évidemment de constituer ces réserves. Mais maintenant, le débat, c'est, vu la fragmentation du monde, qui ne permet pas d'être très optimiste, la Turquie réfléchit actuellement à constituer des réserves stratégiques qui pourront nourrir le pays pendant quelques années. Donc ce sont de gros projets. Donc sécurité alimentaire, évidemment. Et puis la centralité de l'eau. La Turquie, jadis, le château d'eau du Moyen-Orient, l'Euphrate, le Tigre. Je vous rappelle que ce ne sont pas des fleuves internationaux au sens du droit international, ce sont des fleuves transfrontalières parce qu'il n'y a pas de régime spécifique. Et la Turquie le souligne toujours pour dire que nous restons les maîtres de ces eaux, de l'Euphrate, du Tigre. J'ai dit jadis parce que justement, la Turquie a vécu cette année la pire sécheresse de son histoire depuis 50 ans. Donc, la Turquie est un exemple dans le sens où on passe de l'abondance de l'eau au stress hydrique. Et là, cette transformation est aussi intéressante à suivre, puisque justement, ça serait un sujet majeur, même au manque de l'eau maintenant. La Turquie n'est pas le pays du pétrole ni du gaz naturel, etc. Ça, on le savait, mais on disait toujours qu'il y a quand même un levier important, l'eau. Maintenant, ça commence à poser aussi des problèmes. Donc, tout ce qui est transformation, smart farming, l'utilisation de l'intelligence artificielle, etc., la Turquie offre aussi un terrain d'expérimentation. Merci Tolga, merci beaucoup. Je crois qu'on peut l'applaudir également. Pivot logistique, géographie, ça me permet, puisque je n'ai pas, moi, des yeux dans le dos, mais j'ai un rendu avec les glaces au fond, de voir qu'en effet, j'ai oublié de souligner que le Déméter, c'était évidemment des belles analyses, mais c'était aussi des infographies et des cartes extraordinaires. Et les cartes disent beaucoup de choses. Merci aussi à celles et ceux qui font ces illustrations dans le Déméter. Freddy, je me tourne vers toi. L'eau, la taille des territoires, et en même temps, tu es là Freddy, pardon, je te cherchais, et en même temps, une petite population en Australie. Alors, on en est où en Australie? Parce que l'agriculture, c'est quand même la grande histoire aussi de ce pays, on a tendance à l'oublier.
Et en même temps, on voit qu'il y a des tensions climatiques qui s'intensifient aussi sur l'Australie. C'est un pays qui a beaucoup eu une agriculture d'exportation. Là aussi, cette nouvelle géopolitique mondiale, ces tensions, comment le pays peut évoluer dans les prochaines années et pourquoi l'avoir classé dans les Cubitas? Merci. Effectivement, l'Australie, c'est un très très grand pays, tout le monde le sait, mais ne contient que 27 millions d'habitants. Donc, c'est pas très peuplé. Et la majorité se concentre en plus le long des côtes. Donc, tout le reste, on peut dire que c'est quasiment des terres arides, des déserts. Néanmoins, l'agriculture, comme tu l'as bien dit, Sébastien, a toujours joué un rôle important dans l'économie australienne. Une activité qui est très concentrée sur l'exportation. Pour certains secteurs, on arrive à 70 à même 80% de la production qui est exportée. L'Australie joue un rôle important dans le commerce mondial pour les céréales, aussi pour la viande, produits laitiers, la laine. Donc, pour beaucoup de ce qu'on appelle des commodities, l'Australie est quand même un des pays importants au niveau mondial. Par contre, cette politique a toujours été basée sur une politique de free, fair, rules-based policy. Donc là, on est d'accord avec la France et donc c'est dommage que l'amiral n'est plus là, mais il a un allié en Australie. On suit les mêmes règles que la France au niveau donc, du commerce international et ces règles sont pour l'instant un peu bafouées, ce qui va certainement poser des problèmes aussi pour l'Australie. Nos entreprises sont en fait un peu le moteur de cette exploitation. Les agriculteurs sont extrêmement flexibles, ils ont toujours été, ils s'adaptent au marché et donc ils ont toujours eu cette tendance à suivre ce qui est demandé au niveau international. Donc le marché international, le commerce international est très important. Pour vous donner quelques exemples, il y a 60 ans, l'Australie ne produisait quasiment pas de riz. Maintenant, c'est devenu un exportateur de riz. On faisait beaucoup de céréales, mais il y a un basculement vers l'orge où l'Australie est devenue un des joueurs importants sur le marché mondial de l'orge. D'ailleurs, il y a deux grands groupes français qui ont bien compris le signal. Donc, les groupes Envivo et Axerial, ils sont bien implantés en Australie pour profiter donc, de cette production. L'huile d'olive n'existait quasiment pas il y a quelques années. On en fait maintenant 19 000 tonnes. Bon, ça ne veut rien dire au niveau mondial, mais la volonté est là pour augmenter, déjà doubler la production d'ici 2030. Donc il y a toujours cette volonté de répondre aux besoins dans le monde et donc de faire ce commerce dans un contexte international ouvert et de free trade. Par contre, le pays va être confronté quand même à deux grands défis. Et le premier défi a déjà été mentionné ici, c'est le problème climatique. Toujours, l'Australie a eu ce défi-là. Le lot, c'est évidemment un problème et les sécheresses, un problème qu'ils connaissent, mais les problèmes s'aggravent. Donc, c'est un pays où on constate déjà aujourd'hui les conséquences du changement climatique. On sait qu'il y a certainement certaines zones de culture de viticole qui vont disparaître. Donc, on sait déjà d'ici une dizaine d'années, il y a des zones de viticole qui vont complètement disparaître. On sait aussi que certaines zones où on fait maintenant le pâturage pour les élevages vont disparaître et que donc ce pâturage va devoir se basculer sur les terres où on fait des céréales. Les céréales qui vont aller plus vers la mer où il y a maintenant un peu les cultures horticoles, etc. Donc on voit que cette tendance pour trouver encore des terres et pour pouvoir travailler va avoir un impact sur la production en Australie, qui va avoir évidemment ses conséquences au niveau international parce que, bon, si on n'a pas assez de produits pour exporter, on ne va pas pouvoir livrer le monde entier. Par contre, et ça c'est quelque chose de tout nouveau, c'est évidemment le deuxième défi à laquelle on est confronté, c'est la nouvelle géopolitique. La première alerte qu'on a reçue, c'est quand la Chine a fermé sa frontière pour certains produits australiens à cause d'un conflit au niveau donc, du gouvernement qui va demander de faire une enquête sur l'origine du Covid. La Chine a décidé d'imposer 210% sur le vin australien, de ne plus accepter le bois australien, de n'accepter qu'un seul port d'entrée pour la viande, et ce port n'était pas du tout équipé pour accueillir du viande, etc., etc. On avait bien compris
que la Chine avait utilisé cette arme géopolitique pour s'imposer vis-à-vis de l'Australie, sachant bien que la Chine, c'était le premier marché d'exportation pour l'Australie. Ajoute à cela maintenant la politique de l'administration Trump, complètement imprévisible, fait que là où on était dans une mondialisation, je sais plus, j'ai oublié le terme là, mais positive. Heureuse, voilà, heureuse. On arrive maintenant dans une situation où il faut vraiment tout le temps se changer de cette politique. Et donc, on voit que la politique qu'a menée et pour laquelle l'Australie est toujours en faveur est mise à rude épreuve. Et on peut se poser la question, jusqu'à quand est-ce que l'Australie va garder cette politique? Parce que, bon, jusqu'à présent, que ce soit du gauche ou de droite, aucun gouvernement en Australie a utilisé les matières premières ni l'agroalimentaire comme une arme politique. Elle a toujours laissé le commerce faire son travail, faciliter le commerce international. Mais donc, la question peut se poser, est-ce que tôt ou tard, l'Australie ne va pas commencer à jouer un peu cette carte-là, par exemple vis-à-vis de la Chine, de dire, voilà, les métaux rares que vous cherchez, ben, on va peut-être aussi les couper ou quoi. Donc, à réfléchir. Merci, Freddy. Beaucoup. Merci de nous avoir mis en tendance longue ce qui se passe en Australie. On monte un peu au nord. Nous allons vers l'Indonésie avec Alain. L'Indonésie, il nous faut une carte pour voir l'archipel. Merci. On est super équipés, hein, on est synchro. Je viens même de réaliser qu'on avait mis toute la collection des Déméter face à vous. Bravo, bravo aux équipes. Alain, l'Indonésie, état pivot de l'Indo-Pacifique ou en fait état pivot pour l'ensemble de la planète agricole et alimentaire aujourd'hui et demain, sachant qu'il se passe un peu de choses quand même dans ce pays? Oui, bonne question. Je dirais oui, je répondrai oui 2 fois, mais l'Indonésie, c'est immense. C'est un géant. 17 000 îles. Alors, ça donne une idée de la diversité géographique, de la diversité politique aussi, et des difficultés qu'on va avoir à faire un gouvernement cohérent, stable et voilà, et unique pour un pays qui historiquement et géographiquement est complètement décousu. Et ces questions-là, elles traversent la société indonésienne depuis les indépendances, elles ne sont toujours pas réglées. Ça tiraille partout, que ce soit au Timor ou dans d'autres, les Moluques ou d'autres États ou d'autres régions un peu périphériques de l'Indonésie vis-à-vis de Jakarta. On est dans cette logique de tiraillement perpétuel entre l'État central et pas des États périphériques, c'est le même État, mais les vagues de décentralisation successive ont fait que, et c'était une volonté politique, je pense que le prix de la stabilité de l'Indonésie s'est joué là, sans cette volonté politique forte de garder un seul État, ça ferait belle lurette que l'Indonésie ne serait plus une seule Indonésie, mais 20 ou 30 différents pays, compte tenu de cette mosaïque culturelle et géographique. Donc 280 millions d'habitants, c'est pas peu. Quand je suis arrivé en Indonésie il y a une douzaine d'années, j'avais ce chiffre de 100 millions, c'était facile pour pas se gourer, mais là, ça va trop vite. Et puis des atouts géographiques qui sont aussi des menaces. Hein, cet État archipélagique, il a une vulnérabilité très spécifique aux catastrophes naturelles, et on l'a vu et revu cette année et ces dernières années. On est dans des zones rouges assurées, clignotantes sur pratiquement tous les indicateurs de stabilité climatique. Et cette fragmentation territoriale, elle a aussi des impacts sur la gouvernance, bien évidemment. Comment gouverner un pays aussi fragmenté avec des transports pas tout à fait en bon état? Comment assurer la sécurité alimentaire qui est liée à ces transports? Bien évidemment, on est toujours sur ces mêmes questions. Et puis, voilà, ces routes maritimes qui sont ancestrales, je dirais. Les marins indonésiens, ils naviguaient dans ces eaux-là depuis bien longtemps. Ces routes sont toujours là.
pour le bois, par exemple, pour les épices, bien évidemment. Mais elles sont menacées, elles sont elles aussi sujets à controverse et montrent beaucoup de fragilité. Alors, quelques facteurs de puissance qui sont quand même intéressants. C'est le plus grand pays, la plus grande puissance démographique d'Asie du Sud-Est, l'Indonésie. C'est un membre du G20, donc il y a de la reconnaissance internationale, il y a un poids certain dans la gouvernance mondiale. Il y a cette tradition très intéressante de non-alignement, hein, ça date des années Sukarno et avant. Et ça pèse encore, hein. Là, on voit avec les derniers débats de Trump sur ces nouvelles associations où il faut aller à New York, prêter allégeance. Bon, les Indonésiens y vont, en reculant, mais ils y vont. Parce qu'ils veulent pas de cassure, ils veulent garder cette posture de non-aligné qui est quand même très intéressante, qui, dans ce monde où on fracture, on fragmente, on met du blanc, du noir et des frontières un peu partout, cette notion de non-alignement, elle est quand même intéressante. Et pour n'importe quel citoyen et pour des étudiants en sciences politiques, c'est quand même un modèle intéressant à regarder par sa souplesse, par le fait qu'il est toujours là. Parce qu'il est... Et j'ai rencontré complètement par hasard un diplomate qui était responsable du non-alignement en Indonésie, donc ça existe encore. Dans le côté un peu grattons-nous la tête et faisons-nous un peu peur, il y a ce côté nationaliste qui est quand même un peu gênant. Ce nationalisme économique, ça peut être une force, bien sûr, et un facteur de cohésion dans un pays extrêmement fragmenté, on vient de le voir, ça c'est clair. Il y a quand même ça pèse un poids et de plus en plus lourd. Et quand je discute avec mes étudiants, mes anciens étudiants, ceux qui ont un peu de liberté pour parler, c'est pas zéro, hein. Ce nationalisme économique et en même temps ce nationalisme politique obligatoire dans un pays où on peut regarder à peu près tout et n'importe quoi avec un taux de liberté quasi absolu sur n'importe quelle chaîne de radio, de télé ou d'Internet. C'est un peu ringard, c'est un peu contre-productif, c'est un peu hors du temps. Et ça peut prêter à des inquiétudes parce que quand on essaie de discuter d'avenir des jeunes Indonésiens, c'est pas Jojo, quoi. On n'est pas, comme on disait tout à l'heure, on n'est pas dans l'optimisme BA en disant tout va bien se passer. On n'est pas dans le flower power, là, on est dans des questions. Et puis, ce qui me tracasse le plus, c'est qu'elles sont pendantes, elles ne sont pas résolues, elles ne génèrent pas de dynamique, elles sont là dans la société, c'est des grosses savates un peu cloutées qu'on traîne et on ne sait pas trop comment s'en débarrasser. Et il faudrait qu'on soit beaucoup plus agile que ça si on veut compétiter avec nos voisins, notamment chinois, mais aussi ailleurs. Alors, l'agriculture dans tout ça, ben oui, c'est un atout majeur de l'Indonésie, ça c'est clair. L'huile de palme, bien sûr, le riz, le poisson, le cacao, les épices, donc des rôles clés dans l'approvisionnement, bien sûr. Un marché intérieur immense, hein, 280 millions de bouches à nourrir, et ça, c'est un poids politique colossal. N'importe quel planificateur, n'importe quel stratège indonésien, même le plus abruti de tous, il sait très bien qu'il ne peut pas se permettre une émeute de la faim, il ne peut pas se permettre une tension sur les marchés du riz, sinon il saute au sens tout à fait primitif du terme. Donc, cette dépendance aux importations de blé, de soja notamment, elle se double aussi d'une vulnérabilité à ce dont on parlait déjà au choc climatique. C'est-à-dire comment bâtir une politique agricole stable et nourricière avec un climat et un archipel qui va dans tous les sens, avec des inondations ici, des sécheresses là-bas. Et là, en ce moment, c'est plutôt des inondations partout, comme ça tout le monde est content, ou personne n'est content. Donc, on a cette vulnérabilité aussi qu'on traîne un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock. Alors là, c'est mon domaine, donc je vais passer 3 ou 4 heures à vous casser les pieds. L'environnement et les ressources forestières et tropicales et
et la biodiversité de l'Indonésie, bien sûr, là, j'y travaille depuis des années, un potentiel immense, des ressources halieutiques aussi, pas seulement terrestres. Donc ça, c'est un atout colossal, mais qui a sa face noire, hein, qui est la déforestation, dont tout le monde a entendu parler, qui existe encore, qui est au moins pire que ce qu'elle a été, mais il reste encore des poches de déforestation, et malheureusement, de déforestation qualitative dans des endroits qui n'ont pas été déforestés parce qu'ils étaient inaccessibles. Donc là, on parle des Moluques, on n'est plus sur Java, Sumatra. Java, il n'y a jamais eu beaucoup de déforestation liée au palmier, mais Sumatra, Bornéo, c'est fini, c'est déforesté. Bon, hélas, on peut pleurer, mais moi, je passe mon temps à replanter. C'est notre façon de faire face aussi. Mais c'est pas zéro et la déforestation ne s'est pas arrêtée. Et ça, c'est extrêmement politique aussi. On déclare ça ce soir, demain, tout de suite, que c'est hors la loi. Et puis, si vous faites les oeuvres, vous allez en prison. Et puis, en prison sévèrement. Alors, dans un pays qui est miné par la corruption, ça, il ne faut pas avoir peur de le dire non plus, c'est pas simple de faire respecter une loi forestière comme une loi sur n'importe quoi. Mais dans ce qui me concerne, une loi forestière, elle est toujours remise au calendrier grec, elle est toujours ajournée, elle est toujours remodérée, elle est toujours. Et en tout cas, les gens qui ont des bulldozers, ils sont encore là, ils travaillent toujours. Alors, pour finir, 2035, l'horizon, qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Est-ce qu'on peut rêver d'une stabilisation sur les fronts, notamment la déforestation, de ces logiques extractives qui ont fondé la richesse de l'Indonésie? On ne peut pas tirer un trait dessus. On a eu la chance d'avoir un pays riche de minerais et de minerais rares en plus, qui n'arrange rien. Donc, c'est un facteur de stabilisation parce qu'on va avoir des ressources régulières, on va pouvoir payer des gens correctement, entretenir une classe moyenne qui est friande de s'émanciper. Alors, ça ne se voit pas encore au niveau politique. Je pensais que ça allait être le cas, ça ne l'est toujours pas. Mais en tout cas, elle est friande de s'émanciper économiquement, de jouer dans la cour des grands. Et ça, c'est à la fois un facteur de stabilisation et un risque aussi. Facteur de fragmentation, je vois évidemment encore et surtout l'accélération de la déforestation. Et puis ce protectionnisme alimentaire qui est lui aussi hérité des années Suharto, des premières années de l'indépendance et qui correspondait bien évidemment à une urgence immédiate. Ce protectionnisme alimentaire, il va falloir qu'il bouge parce que le monde a bougé et que ça ne suffira plus de dire on met le veto sur les exportations de riz, on le réouvre quand on veut, au compte-gouttes, au petit compte-gouttes, au gros compte-gouttes. C'est un autre facteur d'instabilité et ce n'est pas forcément une bonne image qu'on donne de l'Indonésie. Voilà. Encore beaucoup de choses à dire, bien sûr. Et puis, en conclusion, un très grand pays, plein de contradictions, attachant comme ce n'est pas possible, qui n'a pas fini de bouger. Et auquel il est passionnant de s'intéresser. Merci beaucoup. Merci. Merci Alain. Tu as évoqué l'importance des forêts, les troisièmes plus vastes de la planète quand on parle de l'Indonésie. Et du coup, on va aller parler des deuxièmes plus grandes forêts tropicales de la planète. Merci Alain de nous parler de la RDC. Et la RDC, je le dis tout de suite, depuis hier, nous avons, avec les médias, communiqué sur Cubita. Et l'une des demandes les plus fréquentes que j'ai eues, c'est mais pourquoi la RDC dans les 6 États pivots pour les enjeux agricoles et alimentaires de la planète? Tu vas donc nous expliquer mieux que moi. Merci. Quand tu dis, quand tu poses ta question, moi aussi je me la suis posée. Mais bon, un défi a été lancé, il devait être relevé. En fait, voilà, la première question, c'était quel rôle la RDC peut jouer. Pardon. Quel rôle la RDC pourrait jouer sur le continent.
à travers notamment ses ressources agricoles, forestières et minières. Bon, il y a une question vraiment au niveau des ressources agricoles, parce qu'en fait, la situation actuelle en RDC, c'est que même si le secteur agricole emploie 56% de la main-d'œuvre, il ne génère qu'une très faible proportion du produit intérieur brut. Donc 4% pour certaines années. Donc il y a vraiment un problème. Mais pourtant, il y a un potentiel réel. Il y a un potentiel réel parce qu'en fait, si vraiment ces ressources agricoles étaient utilisées de façon efficiente, la RDC, avec ses ressources agricoles, pourrait contribuer à assurer la sécurité alimentaire du continent. Et on sait que bien que le continent africain a besoin de ressources pour garantir sa sécurité alimentaire. En fait, la RDC a un grand potentiel agricole. Il y a 80 millions d'hectares de terres arables, dont malheureusement seulement 10% sont exploités. Il y a un climat propice à l'agriculture et il y a aussi des ressources hydrauliques abondantes sur toute l'année. Certains de mes collègues évoquaient le problème de l'eau. Pour l'instant, il n'y a pas ce problème en RDC. Donc, il n'y a pas un problème hydrique. Il y a assez de précipitations pour l'agriculture. Donc, en fait, la RDC dispose potentiellement d'une très grande variété de ressources agro-pastorales et il est estimé qu'avec ce potentiel, elle aurait la capacité de nourrir 2 milliards de personnes. Bon, c'est beaucoup. Et malheureusement, ce n'est pas ce qui se fait pour l'instant. Donc, en fait, cette question d'état pivot pour le secteur agricole est vraiment une question épineuse. Bon, pour ce qui est des ressources forestières, c'est un peu plus clair, on va dire, parce que la RDC est considérée comme le deuxième poumon de la Terre après la forêt amazonienne. Donc, ça, c'est un plus. Mais là encore, il y a des menaces sur lesquelles je vais venir. Elle absorbe environ, la forêt tropicale du bassin du Congo absorbe environ 1,5 milliard de tonnes de CO2 chaque année. Donc, c'est un grand stock de carbone et c'est très important pour le climat tant du continent africain que du monde entier. Si la forêt du Congo était négligée, il y aura un impact mondial. Donc, en fait, si les autorités arrivaient à bien gérer ce patrimoine forestier, ça serait bien, mais il faut savoir qu'il y a des menaces. Il y a un problème de déforestation qui s'amplifie et il y a un problème aussi d'exploitation illégale, donc des ressources qui partent sans bénéfice pour la communauté congolaise. Mais si on arrivait à juguler ces problèmes, la RDC pourrait jouer un rôle crucial au niveau de la régulation climatique, tant au niveau africain qu'au niveau mondial. Il y a encore la question de l'état pivot par rapport aux ressources minières. Idéalement, la RDC, grâce à ses ressources minières, pourrait jouer un rôle crucial dans la transition énergétique. En fait, la RDC est le troisième producteur de cuivre. Elle produit 70% du cobalt dans le monde et elle détient 60 à 80% des réserves mondiales de coltan. Donc, tous ces minerais sont des minerais qui jouent un rôle crucial dans la transition écologique. Mais bon, on connaît ce qui se passe avec les mines en RDC. Bon, en fait, beaucoup de gens ont cette information, j'imagine que vous avez en partie. Le problème, c'est que le problème de la RDC par rapport à ça, c'est que pour l'instant, la chaîne de valeur est très limitée. C'est juste l'exploitation de produits miniers bruts. Pour jouer un rôle important dans la transition écologique, il faudrait compléter la chaîne de valeur ou bien au-delà de la production de produits miniers bruts. Et là, il y a des menaces parce que les pays, comme on va le voir plus tard, ces ressources minières sont convoitées et elles font l'objet de contrebande. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il y a des usines de transformation de ces produits miniers qui sont situées à l'extérieur de la RDC, mais pas en RDC, notamment au Rwanda et en Ouganda. Donc, c'est vraiment rôle état pivot, mais menace quand même sur ce rôle-là que la RDC pourrait jouer.
Bon, tu vas poser quand même une question assez compliquée, hein. L'impact de la stabilité interne et l'implication des pays extérieurs sur la trajectoire du pays. Oui, il y a un impact, mais il n'est pas bon. Voilà. Le manque de stabilité interne a un impact évidemment très néfaste sur le plan sécuritaire. Bon, il est imputable à un manque de cohésion politique. Et ce manque de cohésion politique est une vulnérabilité qu'ont exploité les pays voisins. Je ne veux pas encore les reciter, j'en ai cité quelques-uns déjà. Ils ont sponsorisé les rébellions. Et ces rébellions, bien sûr, ont engendré des drames du point de vue humanitaire. Vous voyez ça dans les informations à la télévision quand on a la chance de parler du Congo. Mais surtout, ce qui est triste, c'est que ça induit des pertes de chance, en fait, d'un point de vue économique, parce que la contrebande de produits miniers qui part à l'étranger, c'est autant de revenus en moins pour le développement de la RDC. Alors, on peut, si on est optimiste, on peut considérer qu'il y a un shift de la communauté internationale par rapport à la RDC. Il y a une dénonciation plus marquée de l'agression d'un des voisins de la RDC, le Rwanda notamment. Et cela aurait pu, devrait rapprocher les acteurs politiques de la RDC pour pouvoir avoir un consensus interne. Parce qu'en fait, sans consensus interne au niveau du pays, rien ne peut se faire de durable. Certains envisagent la solution militaire, mais si vous n'avez pas une union nationale, la solution militaire n'est pas viable et n'est pas durable. Voilà. C'est ce que je pouvais dire par rapport à ça. Merci Alain. Je précise aussi, parce que Alain a mentionné plusieurs aspects, je voudrais juste quand même un chiffre qui doit être toujours évoqué quand on parle de la RDC. La population, entre 1990 et 2050, va être multipliée par 6. À l'échelle de la France, c'est comme si on passait de 60 à 360 millions d'habitants en l'espace d'une génération. Et donc, on a une population de plus de 115-120 millions d'habitants aujourd'hui, qui va encore doubler à l'horizon 2050. Et évidemment, il y a des enjeux alimentaires à domicile aussi, au-delà du potentiel qui a été évoqué. Donc, vous aurez compris qu'à travers les cubitas, et on fait l'impasse ce soir sur l'Ukraine, mais c'est un pays absolument pivot sur la suite de la marche agricole du monde. En fait, ce qu'on veut vous expliquer, et vous aurez les détails, les nuances, les scénarios imaginés, c'est qu'en fait, en fonction de la détermination de ces 6 pays, en fonction de leur orientation, en fonction de leur action, dépendront des équilibres agricoles et alimentaires, mais aussi environnementaux, qui vont de très loin dépasser et déborder de leurs frontières nationales, premièrement. Ensuite, ce qu'on voulait vous proposer dans le menu du Déméter 2026, c'est qu'évidemment, ces cubitas vont donner soit du corps aux percées agricoles de demain, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'ils sont capables de faire en capacité ou en intention, il y a une partie des trajectoires agricoles et alimentaires de la planète qui ne seront pas tout à fait les mêmes. Mais dit autrement, s'ils ne font rien ou s'ils dérapent, si ça va moins bien pour l'un d'entre eux, et pourquoi pas malheureusement pour plusieurs d'entre eux, en fait, ça aura des effets systémiques sur la planète. Donc nous assumons l'acronyme Cubita, ce n'est pas un club de pays performants ou totalement en détresse aujourd'hui. Ce n'est pas ça l'idée. Ce n'est pas l'idée de vous donner une photographie statique sur le monde de 2026. C'est une hypothèse sur 20 à 25 ans sur le fait que ces États, par leur volume, leur position, leur instabilité potentielle, leur pouvoir, vont peser de manière disproportionnée sur ces équilibres agricoles et alimentaires mondiaux. Ce ne sont pas des pays leaders, ce sont des pays déterminants, et c'est ça que l'on explique dans
l'édition 2026 du Déméter. Il nous reste un temps pour des questions. Nous avons 20 minutes. Je vois des mains se lever. J'ai des questions aussi sur la plateforme. Le temps étant compté, le temps que les micros débarquent de part et d'autre de l'amphi, merci. Il ne faudrait pas privilégier uniquement une partie de la salle, hein, je précise. Merci. Question courte et si possible, même question précise adressée à quelqu'un en particulier. Allez, je ne sais pas où est le micro. Allez-y. On va prendre plusieurs questions avant de faire un tour de réponse. Merci, allez-y. Bonsoir, j'ai une question pour Madame Rayol. Alors, ma question concerne du coup le Brésil et en fait son pouvoir en tant que leadership, en tant que pouvoir, enfin son rôle en tant que pouvoir normatif. En fait, à quel point le Brésil pourrait-il jouer un rôle normatif, sachant qu'il y a les États-Unis qui commencent à reconsidérer d'une certaine manière quand même l'Amérique du Sud comme l'arrière-cour, son arrière-cour. Est-ce qu'on ne risque pas de voir ce rôle normatif disparaître d'ici les prochaines années si l'administration continue dans américaine continue dans cette direction? Merci. Allez, on continue les questions. Il y a des bras qui se lèvent. Allez-y, soyez pas timide, levez bien haut les bras. Allez-y. Alors, Allez-y. tout d'abord, je voulais remercier tous les intervenants. Hein. Certains, ils ont parlé alors que ce n'était pas forcément leur langue maternelle. Donc, merci pour cette conférence. Et en fait, je revenais à ce que vous disiez au début. En fait, vous parliez de BlackRock, mais malheureusement, vous n'êtes pas revenu dessus. Donc, je voulais juste savoir c'était quoi le poids de BlackRock, voilà, si c'était une partie prenante aussi importante que ça. Et parce que moi, de BlackRock, je savais qu'elle était présente de capital de plusieurs grandes entreprises, mais voilà, plus du côté immobilier, l'IA, mais pas forcément dans tout ce qui est agricole. Merci de cette question. Bonsoir plutôt. Darrell Leroux, je suis chargé de mission énergie-climat à la FNSEA et je m'intéresse en particulier à la décarbonation. Donc j'avais une question à propos plutôt de... Bon, en ce moment, il y a des discussions au niveau européen sur un objectif 2040 de décarbonation. Il y a des discussions aussi en France. Et on sait que pour atteindre ces objectifs qui visent la neutralité carbone à terme, on doit se passer d'un certain nombre d'intrants. Et là, on a beaucoup parlé donc, de la production agricole en tant que telle, mais en France et en Europe plus largement, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz, on ne fabrique pas d'engrais, enfin quasiment plus. Et donc, on dépend en fait de toute cette géopolitique pour s'approvisionner. Et on voit depuis ces dernières années que ça devient un déterminant absolument majeur. Et dans les pays qui sont mentionnés comme étant des États pivots, je pense notamment au Brésil, à la Turquie, au Congo aussi pour les minerais, c'est toute une reconfiguration de la géopolitique qui va avoir lieu avec la transition, si on y arrive du moins. Parce que je n'ai pas parlé de ça aussi, mais il y a le soja. Il y a la question des importations de soja qu'on essaie de réduire en France à cause de la déforestation que ça engendre. Donc ma question, elle est un peu large, c'est de savoir quels vont être les impacts en termes de reconfiguration de la géopolitique. Et est-ce que les acteurs dont vous avez parlé vont prendre un rôle plus ou moins important sur la scène géopolitique mondiale? Donc voilà, je n'ai pas spécialement d'intervenants visés, mais voilà, la question est voilà. Merci. On note un peu toutes ces questions. Il y a Une question pour M. Billner, une question de géopolitique sur la Turquie. J'ai été très étonné en voyant la carte. Là, on est là. Voilà. Pardon. Très étonné en voyant la carte que la Turquie achète ses denrées alimentaires à son nord-est, donc en Europe de l'Est. Ah merci, c'est sympa de la remettre. C'est vraiment incroyable. Et elle les revend au nord-ouest, vers l'Europe de l'Ouest. Ma question est la suivante. Est-ce que c'est un résidu de la guerre froide dans laquelle la Turquie avait une posture idéale pour organiser ce commerce? Et si oui, est-ce que c'est menacé? Merci. Merci de cette question. Allez, là-haut, avec le micro, c'est nettement mieux. Bonsoir, du coup, ma question, elle porte plutôt sur le Congo et je me demandais quelles sont les barrières actuelles qui empêcheraient le Congo de remonter dans la chaîne de valeur concernant l'exploitation des minerais. Voilà, merci. Bonsoir, Pierre Pinasse de l'Institut Montaigne. Merci déjà pour l'originalité de votre nomenclature
Très intéressant. Vous avez prononcé le mot de population, et c'est un enjeu qui concerne la France, mais aussi ces pays-là sûrement, en termes de renouvellement générationnel. L'Ukraine est assez frappant forcément, parce que le défi est saillant, mais comment ces pays affronteront une population vieillissante du monde agricole? Merci de cette question. Madame Devant, allez, on prend encore une question. Attendez le micro. Merci. Merci beaucoup. Ma question concerne l'Indonésie. J'aimerais savoir, compte tenu du nombre de détroits importants qui sont autour de l'Indonésie, est-ce que vous ressentez une menace chinoise? Merci de cette question. Le temps que les camarades sur scène réfléchissent à leurs réponses ultra synthétiques aux nombreuses questions diversifiées que vous avez posées, je voudrais juste signaler, pendant que vous préparez vos réponses, je voudrais juste signaler que dans le Déméter, évidemment, nous parlons de l'OMC qui se détricote, mais aussi évidemment de ce couple Chine et États-Unis. J'aperçois Jean-François Di Meglio dans la scène qui vous explique que Chine, États-Unis, et de manière poétique, hein, Jean-François, merci de cette belle formule, ni avec toi, ni sans toi. Je trouve que ça résume un peu tout, et bravo de cette belle formule. Alors, qui c'est qui veut se lancer en premier? Caroline, à toi l'honneur. Donc, tout d'abord, je vais répondre à la question sur les normes. Donc, aujourd'hui, le Brésil, il y a un certain leadership au niveau pas forcément des normes, mais dans un récit environnemental. Par son historique, il était impliqué historiquement dans ces sujets, surtout à cause ou grâce à l'Amazonie, à cette grande forêt, poumon du monde, comme est évoqué. Les États-Unis aussi, vous avez évoqué aussi les faits que les Brésil était un territoire dans les continents des Amériques, et donc les États-Unis, toujours, ce n'est pas nouveau, mais Trump vient un peu en arrière sur ces questions-là, en disant ça c'est mon zone d'influence parce que c'est en Amérique. D'accord. Mais le Brésil est un pays non aligné, et il n'est pas non plus sur une pression normative américaine. Et aujourd'hui, je pense que par rapport à ces résultats très factuels, il montre au monde qu'il y a un modèle de production qui n'est pas, il ne doit pas répliquer forcément copier, ce n'est pas les buts, mais il a son savoir, son mot à dire, et en démontrant qu'il peut produire et comment il produit, donc comme j'évoquais, de manière intensive, mais avec des zones protégées, avec un raisonnement qui est très pragmatique, sans préjugés par rapport à une technologie donnée, et aussi sans une notion du principe des précautions qu'on a en Europe, qui, à mon goût, est très contre-productif pour l'environnement et aussi pour le développement. Mais bon, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais je pense que les leaderships futurs du Brésil pourraient s'intensifier dans la constance, dans les résultats. Et on voit que certaines normes qui étaient votées en Europe et en France sont en train de venir en arrière. Pas parce qu'il n'y en a pas en arrière sur l'importance de l'environnement, peut-être bien au contraire, mais c'est pour avoir une vision moins émotionnelle et plus rationnelle. Et je pense qu'il manque beaucoup du rationnel dans les normes qui sont établies en Europe et en France. Je ne sais pas si je vais répondre à vos questions, mais j'ai la réponse que j'ai à donner. Voilà. Merci Caroline, et Caroline reste après 20h évidemment pour répondre à la question, si besoin, d'aller plus en détail. Qui c'est qui veut continuer? On suit l'ordre de passage, ça vous va les amis? Tolga? Donc, oui, la Turquie peut être parfois très excédentaire sur plusieurs fruits, légumes, produits de rente, tout en restant dépendante pour certains entrants et filières, oléagineux, aliments du bétail, engrais, etc. Et son commerce, évidemment, subit l'héritage de la guerre froide, évidemment, sans oublier le fait que 50% du commerce de la Turquie se fait avec l'Union européenne, dont elle est candidate à l'adhésion. La Turquie est en union douanière avec l'Europe. Donc,
elle a un statut tout à fait particulier là-dessus. Mais si dans les 10, 15, 20 prochaines années, quelle pourrait être cette évolution? Moi, je regarderais plutôt du côté de l'Afrique. Parce que ça, c'est un point qui passe peut-être inaperçu, mais l'agriculture turque est devenue un outil de projection diplomatique. La Turquie achète aussi des terres agricoles en Afrique et la Turquie développe actuellement une diplomatie agricole très active vis-à-vis de l'Afrique. Ça, c'est nouveau parce que l'ouverture de la Turquie vers l'Afrique, c'est ces 20 dernières années. Et puis l'Asie centrale, évidemment, tout le monde turcophone, etc. Et le Moyen-Orient. Donc, semences, savoir-faire, infrastructure, agro-industrie. Donc, ça va se diversifier. C'est la diplomatie à 360 degrés pour tous les pays actuellement dans le monde fragmenté dans lequel nous vivons. Merci Tolga. Ce que j'ai tendance à appeler la polygamie, mais je t'expliquerai. Freddy, à toi. Oui, j'ai pas vraiment eu des questions directes, je pense, mais j'aimerais réagir donc à la question sur l'âge des agriculteurs. Donc, c'est effectivement un sujet qui joue aussi en Australie. On est un peu en dessous de l'âge moyenne qui est en France. Je crois qu'on était en fin des années 50 en moyenne d'âge. Par contre, ce serait peut-être intéressant de suivre ce qui se passe en Australie parce que on voit qu'il y a beaucoup d'intérêt de grands groupes financiers d'investir en Australie pour acheter donc des fermes et des terres. Et donc, ils considèrent ça comme un investissement sûr et certain, surtout des fonds de pension canadiens, entre autres, qui investissent et qui donc reprennent ces fermes pendant que les fermiers continuent à travailler dans les structures. Donc, on va vers un système plutôt capitalistique financier de notre système. Ce n'est pas encore complètement le cas, mais c'est quelque chose qu'on voit et c'est une évolution qui se fait. Au début, c'était un peu les Chinois, mais bon, pour des raisons que vous comprenez bien, les autorités australiennes ont freiné l'achat des terres par les Chinois, mais on voit quand même qu'il y a des Américains, des Anglais, des Canadiens qui investissent, beaucoup de Néerlandais aussi dernièrement. Donc, c'est un peu la tendance qu'on voit. Merci Freddy. Alain. Oui, une petite question, donc, mais d'importance, sur cette fragilité liée à la position aussi géographique. Hein. On parle beaucoup de géopolitique ici et c'est bien le sujet. De l'Indonésie, il ne faut pas oublier Singapour, hein, qui est quand même le moteur économique de la région et qui concourt énormément, je ne dirais pas à 100%, mais pas loin, à cette stabilité financière et à cette richesse constitutive de l'archipel. Pas le même archipel, évidemment, mais on est quand même très proche et géographiquement, tout est lié avec tout. Donc, je pense que la place de Singapour joue un rôle prédominant dans la stabilité de la région. Peut-être plus même que la diplomatie ou que la politique indonésienne. Merci Alain. Alain, côté RDC, je double un peu certaines questions de la salle avec des choses en ligne. Il y a beaucoup de personnes en ligne. Il y a pas mal de questions sur aussi finalement sur le foncier du pays. Tu as parlé de 80 millions d'hectares, hein, c'est colossal. La France agricole aujourd'hui, c'est 24 millions d'hectares cultivés. Mais tu as dit qu'il y avait en fait moins de 10% qui étaient aujourd'hui exploités. Est-ce qu'il y a aussi des intérêts extérieurs qui sont de plus en plus pressants? On le sait sur les minerais. Est-ce que le foncier et la terre agricole en RDC est très convoité par des acteurs extérieurs? Autre question parmi les autres qui t'ont été adressées. OK. J'ai une question sur quel est l'acteur principal de la déstabilisation de la RDC. C'est une question très intéressante. Malheureusement, ça nécessite des moyens d'investigation de services secrets peut-être, parce que CIA, des choses pareilles, KGB. Il faut vraiment des faits pour pouvoir répondre à ces questions. Il faut des faits, il faut des preuves concrètes. Mais moi, je me garderais d'avoir une approche qui déresponsabiliserait les pays africains. Parce qu'en fait, l'idée, c'est quoi? Les Africains ne sont pas mauvais, mais ils sont manipulés par des puissances étrangères
Moi, je pense que, évidemment, il y a une nébuleuse d'acteurs. C'est toujours des analyses plurifactorielles. Il y a plusieurs facteurs qui interviennent. On ne peut pas écarter les uns et privilégier les autres. Mais quand je vois l'agressivité du Rwanda, par exemple, après les différentes sanctions qui ont été prises au niveau de l'ONU, non, l'ONU, je pense qu'elle n'a pas pris de sanctions, mais elle a dénoncé l'agression. Il y a aussi l'Union européenne qui a pris des sanctions sur les acteurs rwandais. Quand je vois leur agressivité, que j'ai vu que même après l'accord de paix de Washington, il y a eu violation quelques jours après. Et il y a eu je me rappelle, j'ai suivi ça sur les médias. Il y a eu une opposition entre Mike Waltz et le ministre des Affaires étrangères rwandais. Et j'ai vu, quand je vois l'audace que les autorités rwandaises ont, je me dis qu'ils ont trouvé un moyen, ils ont vu un vide, une faiblesse, une faille, ils l'ont exploité et ils en profitent. Ils sont responsables de ça, mais bien sûr, ils ne sont pas les seuls acteurs, mais ils sont responsables de ça. Donc voilà. Mais bien sûr, il faut pousser l'analyse beaucoup plus loin. Ça, je le reconnais. Deuxième question, quelles sont les barrières actuelles qui empêchent le Congo d'étoffer sa chaîne de valeur pour les produits miniers? Oui, ça, c'est encore une très bonne question. Nous n'avons plus qu'une minute, hein, Alain, je précise. Voilà, je vais faire vite. Voilà, moi, je pense que, en fait, le problème qu'il y a avec ça, c'est que la chaîne de valeur, c'est plus facile d'extraire, hein, d'extraire sans nécessiter moins d'efforts. Je pense qu'il y a un problème de climat d'investissement RDC. Le climat d'investissement dissuade les investisseurs parce qu'en fait, extraire, c'est facile. Ça donne des produits rapides. Tandis que créer une industrie de transformation, c'est un investissement risqué. Et dans des pays comme la RDC, il ne faut pas l'investisseur prendre trop de risques. Et je pense qu'aussi au niveau de la gouvernance du pays, des autorités, je pense qu'il y a aussi une incurie auprès de certaines autorités qui ne veulent pas investir, ils veulent peut-être des effets de corruption, ils veulent vite profiter d'une ressource et voilà. Merci, merci Alain. Je vais essayer dans les 3 minutes qui restent de répondre à la question. Cubita, c'est aussi des pays dont on ne parle pas assez, hein, vu d'Europe et de France. C'est aussi pour soi qu'avec l'équipe de rédaction, on a fait ce choix éditorial. C'est évidemment pour ce que nous vous avons expliqué rapidement, que vous découvrirez dans le livre, mais on ne parle pas assez de ces pays. On ne prend pas forcément bien conscience, vu de France, des immenses défis, parfois géographiques, hein, tout simplement, que rencontrent ces pays, mais ces défis sont plus nombreux et c'est ce qu'on vous explique dans l'ouvrage. Sur BlackRock, parce que ce chapitre est important aussi dans cette édition du Déméter, pour faire très simple, BlackRock est aujourd'hui au capital de quasiment toutes les entreprises qui comptent et qui sont cotées sur le plan agricole et agroalimentaire de la planète. Ils ont généralement entre 4, 5 à 9, 10% d'entreprises cotées de l'agricole et de l'agroalimentaire. Et en gros, quand vous prenez le top 100 des entreprises mondiales agricoles alimentaires, BlackRock est partout. Donc, premier point, il n'est pas majoritaire, mais il est partout. Et donc, il étire la ligne. L'amiral vous a parlé de profondeur de champ. BlackRock, la profondeur de champ, il est capable de la connaître. Ça veut dire qu'il sait beaucoup de choses. Et donc, il amasse énormément d'informations en fait, sur ce qui se passe sur cette planète agricole et alimentaire. Ça, c'est un premier point. La deuxième chose, c'est qu'il est extrêmement présent sur les infrastructures, la logistique, le portuaire, l'aéroportuaire. Et puis, depuis peu, parce qu'il y a une petite complicité avec Donald II, c'est eux qui ont quand même financé les affaires au canal de Panama pour faire en sorte que ça revienne davantage sous pavillon états-unien. Et donc, BlackRock, c'est aussi un bras financier qu'il ne faut pas sous-estimer sur l'investissement logistique. Et vous savez que la logistique, c'est aujourd'hui le squelette de la compétitivité et de la compétition stratégique dans le monde. Et BlackRock le sait.
BlackRock, c'est évidemment aussi un narratif autour de la finance verte depuis de nombreuses années. Et donc, c'est un des acteurs qui a été le plus déterminant pour fixer des normes de performance extra-financières aux entreprises, les fameux critères ESG, que toutes les entreprises dans le monde et les entreprises européennes, les premières, ont dû intégrer pour montrer qu'elles étaient vertueuses. BlackRock est capable de donner le là sur finalement ce qui est bien, pas bien, etc. Et puis, quatrième point rapide, évidemment, ils sont hyper attentifs sur le climatique. Et en fait, BlackRock est aujourd'hui en train de participer à la cartographie assurantielle mondiale de l'agriculture et de l'agro-industrie. À partir du moment où des zones vont être de plus en plus touchées par des épisodes climatiques extrêmes, si des entreprises où BlackRock est présente possèdent des industries ou des sites dans ces zones, BlackRock est en capacité de leur dire de peut-être faire un petit déménagement, ou inversement, de ne plus du tout assurer certaines récoltes de certaines zones parce que précisément les risques vont s'amplifier sur le terrain météorologique. Donc voilà pour vous donner un petit aperçu, ce qui me permet, puisqu'il est 19h59, d'abord merci de votre présence ce soir, merci à nos intervenants, je crois qu'on peut les remercier à nouveau. Oui, il y a plein de questions auxquelles on n'a pas répondu. C'est l'objectif, Caroline, tu verras. C'est tendance. Voilà, il faut acheter l'ouvrage. Merci à Anaïs Marie qui coordonne cet ouvrage tout au long de l'année et qui fait en sorte que quand je lui dis avec 2 ans d'avance, ça doit sortir le 19 février, ben, elle fait en sorte que le 19 février, il y a un beau bébé qui sort. Et c'est un effort important. Et puis, je crois qu'on peut la remercier parce qu'elle fait un gros travail tous les ans. Elle est très discrète, en fait. Elle est très discrète, mais Anaïs, c'est cette personne qui est là. Voilà. Et puis, bah, vous connaissez mon petit motto habituel, c'est qu'évidemment, à chaque fois qu'on se quitte, je vous souhaite bon appétit, mais surtout, je vous invite toujours, quand vous souhaitez un bon appétit à quelqu'un, de ne jamais oublier celles et ceux qui nous nourrissent. Et donc, on peut aussi parfois, tout en disant bon appétit à son voisin, ne pas oublier de dire merci aux agriculteurs et aux pêcheurs du monde entier, parce que sans eux, je vous rappelle qu'on n'aurait pas pu avoir ce débat tout simplement. Bonne soirée.